on y va. Bonjour à vous voyageurs. Vous êtes-vous déjà rencontré vous-même? Pas dans le miroir, non, dans la rue. Certains témoignages parlent de bilocation, de double fantomatique et de moments troublants où on est vu là où on n'a jamais mis les pieds. Et si ce n'était pas des légendes, si ces phénomènes étaient des traces d'un monde qui bug, comme une simulation informatique imparfaite où certaines lignes de code se croisent et laissent fuiter une autre version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on part explorer ces territoires troublants entre mystique et science-fiction où le réel se dédouble et où notre monde ressemble un peu trop à un algorithme informatique. Bilocation, doppelganger, personnes qui apparaissent dans deux endroits à la fois, peut-être vous, moi, ailleurs. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti. « 24 juin 1945, le général de Gaulle remet la Légion d'honneur à une femme pour avoir caché et soigné dans sa clinique des soldats alliés et des résistants bretons pendant la guerre. Elle décédera en 1951 d'une hémorragie cérébrale foudroyante alors qu'elle allait partir en Afrique du Sud. Lorsque l'on ouvrira son cercueil 6 ans plus tard, son corps est intact, baignant dans 2 cm d'eau. Lors de son procès en béatification, des faits étranges entourant sa vie sont examinés. Matérialisation d'objets, dons de prophétie, de guérison et surtout 150 cas recensés de bilocation. En effet, 2 ans avant sa remise de la Légion d'honneur, Yvonne Aimée de Malestroit fut arrêtée par la Gestapo et alors qu'elle était détenue à la prison du Cherche-Midi, elle serait apparue devant son fils spirituel, le père Paul Labute. Celui-ci aurait rapporté avoir entendu un bruit sourd dans la pièce voisine et lorsqu'il s'y est rendu, il aurait vu la mère Yvonne Aimée désorientée et couverte de sang. Elle lui aurait expliqué qu'un ange l'avait délivrée et ramenée auprès de lui. Cette religieuse, Augustine, avait un pouvoir inexpliqué. Elle pouvait se trouver en 2 endroits à la fois. Alors, je vais poser le contexte tout de suite. Cela fait très longtemps que je prépare cette vidéo parce qu'en fait, elle vient faire suite à mes 3 derniers épisodes sur les zones d'anomalie. Et le hasard faisant toujours étrangement les choses, il y a environ 2 semaines, BTLV a posté une vidéo où ils font un live et prennent des auditeurs au téléphone. Le premier auditeur venait justement témoigner d'un phénomène de bilocation ou doppelganger et c'est là que j'ai trouvé référence à Yvonne Aimée de Malestroit. Je remets donc la référence à qui de droit. Les témoignages d'anomalies dans la réalité abondent. Objets qui disparaissent et réapparaissent ailleurs, personnes que l'on retrouve dans des endroits où ils n'étaient pas censés avoir été, et puis il y a aussi des distorsions temporelles inexplicables. Dans notre dernière exploration, nous avons parlé de disparitions inexpliquées. Le village d'Anjikuni bien sûr, mais aussi le mont Shasta, les phénomènes étranges observés dans les parcs nationaux américains et notamment le parc national Yosemite avec tous les travaux de David Paulides. Et certaines de ces histoires suggéraient une hypothèse fascinante. Ces personnes n'auraient pas disparu, elles seraient passées dans un autre monde, dans une autre réalité. Et si ce n'était pas qu'un simple fantasme? Et si ces disparitions étaient la preuve d'une sorte de réalité qui glitch, d'un bug dans la matrice finalement? Ça pourrait être un défaut dans le programme qui compose notre monde. L'idée que notre monde n'est pas réel est exploitée depuis toujours, une des plus anciennes références restant l'allégorie de la caverne de Platon. Et puis il y a de nombreux auteurs de science-fiction, notamment qui s'en sont emparés, avec notamment Philippe K. Dick qui a exploré ces concepts dans des œuvres comme Ubik et Simulacre. Et d'ailleurs, Philippe K. Dick, lors d'une conférence à Metz, en France, en 1977, a lui-même affirmé que notre réalité était une simulation et que nous recevions parfois des anomalies sous forme de souvenirs d'une autre réalité. Évidemment, là, on pense tout de suite à l'effet Mandela. Un peu plus tard,
En 1981, Baudrillard explore dans son œuvre Simulacre et réalité l'idée que notre réalité est progressivement remplacée par des représentations artificielles. Et son travail a fortement influencé notamment le film Matrix, qui d'ailleurs commence par un livre ouvert à une page de Baudrillard. Jean Baudrillard, qui est né en 1929 et qui est décédé en 2007, c'était un philosophe et un sociologue français connu pour ses théories sur la simulation, l'hyper-réalité et les simulacres. Il a exploré l'idée que, selon ses termes, derrière l'image, la réalité disparaît, au point qu'il devient difficile de distinguer ce qui est réel ou ce qui est une illusion. Si notre monde est une structure informatique complexe, alors les anomalies que sont les disparitions étranges, les bilocations, les doppelgangers ne seraient pas surnaturelles, mais des erreurs systémiques. Exactement comme ces bugs que l'on retrouve dans les jeux vidéo, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs, des textures qui se superposent et des avatars qui restent figés à deux endroits à la fois. À la lumière des disparitions et des phénomènes étranges que nous avons constatés, alors une question se pose, notre monde est-il réel ? En fait, c'est toute la perception de la réalité qui est remise en question. Et si notre monde est numérique, que pouvons-nous apprendre de ces phénomènes étranges en les étudiant sous cet angle ? Et puisque notre sujet de base est les endroits étranges, cela nous amène aussi à réfléchir complètement la notion de lieu. Dans le monde numérique, il y a un concept fascinant que nous avons déjà exploré, ce sont les espaces liminaires. Ce sont des lieux où notre perception se trouble, des endroits vides et familiers qui semblent complètement en dehors du temps, les backrooms. Ces immenses espaces déserts et sans issue sont une illustration parfaite de ces zones intermédiaires entre la réalité et l'illusion. Identifiés dans l'univers numérique, pourrait-il aussi être une image en fait de ces zones d'anomalie dont nous avons longuement parlé ? Cette dimension liminaire serait en fait un espace qui existe entre la réalité tangible et l'esprit collectif, une sorte de terrain vague où les pensées, les désirs et les angoisses des individus se matérialisent. Ce territoire serait dénué de règles strictes et permettrait une fluidité entre les différentes formes d'existence physique, mentale ou psychologique et numérique. Dans ces lieux, tout ce qui semble réel peut être manipulé, c'est-à-dire que l'on pourrait dérégler des sortes d'algorithmes invisibles, créant une tension entre ce qui nous semble être vrai et ce qui nous entoure. Cela implique aussi un univers intemporel où les règles de la physique ne s'appliquent plus. L'espace liminaire serait aussi un lieu où les identités mêmes deviennent fragiles et fragmentées. L'avatar, la version numérique de l'individu, commencerait à s'émanciper de sa dimension réelle. Et ce processus, créant une fracture entre le monde physique et celui du virtuel, pourrait permettre une distorsion de l'identité dont les bilocations et les doppelgangers seraient une manifestation concrète. Des figures mystiques au récit historique, les cas d'ubiquité et de double ont été documentés depuis des siècles. On va d'abord faire le point et la différence entre la bilocation, dont je vous parle depuis le début, et puis les doppelgangers. La bilocation, c'est la capacité supposée d'être en deux endroits à la fois. Elle est souvent associée à des figures mystiques ou religieuses comme certains saints catholiques. Dans ces récits, la personne est vue simultanément dans deux endroits à la fois et parfois accomplissant des actions précises, et la bilocation est généralement décrite comme un phénomène positif, parfois même miraculeux. Les caractéristiques de la bilocation sont apparition simultanée en deux endroits, généralement liées à la spiritualité ou à des pouvoirs mystiques, et l'expérience peut être consciente ou inconsciente pour l'individu concerné. Le doppelganger, quant à lui, est l'apparition d'une manifestation spectrale, voire d'un double maléfique, et qui est exploré assez souvent dans le folklore populaire. Du côté germanique, il est souvent interprété comme un mauvais présage, voire une annonce de mort.
contrairement à la bilocation, où la seconde présence semble être sous contrôle de l'individu, le doppelganger agit souvent de façon complètement autonome, c'est-à-dire de manière indépendante, et semble hostile ou trompeur. Les caractéristiques donc du doppelganger sont apparition d'un double inquiétant et souvent silencieux, non contrôlé par la personne originale, présage de malheur selon les légendes, et fréquemment utilisé en littérature gothique et fantastique, par exemple Edgar Allan Poe, Dostoïevski en ont souvent parlé. Donc là où la bilocation est souvent perçue comme un phénomène mystique et positif, le doppelganger, lui, suscite toujours des inquiétudes et des peurs profondes. Alors les cultures anciennes avaient déjà leur propre version de ces mystères. Il y a notamment le fetch irlandais, qui sont des doubles fantomatiques qui annoncent la mort, et puis les nordiques redoutaient le vordauger, un esprit qui précédait son propriétaire et accomplissait des actions avant lui. Est-ce que ces phénomènes pourraient être des glitches et être en quelque sorte des preuves que nous vivons dans une forme de matrice? Parce qu'à ma grande surprise, ces cas sont bien plus documentés que ce que je ne le pensais. Et on va parler justement de quelques exemples assez frappants. Commençons par Padre Pio, aussi nommé le moine au stigmate. Il aurait été vu simultanément dans son monastère et à plusieurs centaines de kilomètres de là. À la fin de sa vie, des officiers de la Seconde Guerre mondiale ont affirmé avoir vu son apparition les empêcher d'attaquer un village italien. Un don divin ou un défaut dans le tissu même de la réalité? Padre Pio, né Francesco Forgione le 25 mai 1887 à Pietrelcina en Italie et décédé en septembre 1968 à San Giovanni Rotondo, était un prêtre italien capucin connu pour sa piété et les phénomènes mystiques qui lui étaient attribués, dont notamment la bilocation. La première expérience documentée de bilocation qui est retrouvée à son sujet, c'est le 18 janvier 1905, alors qu'à l'âge de 18 ans et lorsqu'il étudiait à la Sant'Elia à Piacenza, Padre Pio aurait vécu donc sa première expérience de bilocation. Il a rapporté s'être retrouvé à Udine, où un père mourait et où un enfant venait de naître. Et la Vierge Marie lui aurait alors confié cet enfant, lui disant qu'elle viendrait à lui un jour. Durant la Seconde Guerre mondiale, des officiers italiens ont témoigné que Padre Pio leur était apparu, comme je vous le disais, pour les dissuader d'attaquer un village italien, alors qu'il se trouvait physiquement dans son monastère de San Giovanni Rotondo. En 1956, à Budapest, il est rapporté que le père Pio, Padre Pio, aurait célébré une messe en bilocation dans une prison de Budapest pour le primat de Hongrie. Alors j'ai découvert Padre Pio dans mon livre Réalité et mystification du paranormal que vous pouvez retrouver dans ma bibliographie. Je mets toujours les liens juste en dessous. Et sachez aussi, j'en profite pour vous le dire, que si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez devenir membre de ma chaîne pour le tarif d'un café par mois et qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je fais aussi un post communauté pour les membres où je mets toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser ces vidéos longues, y compris des vidéos, des livres, des interviews et d'autres choses. Voilà, ça c'est fait. Mais alors que pensait Padre Pio lui-même de ces phénomènes? Interrogé sur cela, le prêtre lui-même a exprimé son incertitude quant à la nature exacte de ce qui lui arrivait lorsqu'il avait une manifestation en bilocation. Il a déclaré ne pas savoir exactement s'il était présent physiquement ou spirituellement dans ces lieux et a précisé que les événements arrivaient notamment quand il était en position de prière, quand il était en fait dans une forme de concentration mystique, dirait-on. Padre Pio a été canonisé le 16 juin 2002 par le pape Jean-Paul II, lui reconnaissant une vie de dévotion et un réel impact spirituel sur des millions de fidèles à travers le monde. Passons maintenant à saint Antoine de Ligorie. Décédé en 1787, c'était un éminent théologien, évêque et fondateur de la congrégation des Rédemptoristes. J'ai eu du mal à le dire. Il était également connu pour des phénomènes mystiques et notamment des cas de bilocation.
L'un des épisodes les plus remarquables s'est produit en septembre 1774. Après avoir célébré la messe, il tomba dans une profonde extase qui dura environ 48 heures. À son réveil, il annonça avoir assisté au chevet du pape Clément XIV, qui venait de décéder à Rome, à plus de 100 km de là. Et des témoignages confirment sa présence auprès du pape mourant, bien qu'il n'ait physiquement jamais quitté son monastère. Un autre incident notable concerne une femme pauvre venue chercher l'aumône habituelle auprès de saint Alphonse. Informée de son absence, elle s'apprêtait à repartir lorsque le saint apparut soudainement pour lui remettre l'aumône avant de disparaître à nouveau. Mais en fait, des cas de bilocation, il y en a plein d'autres. Il y a saint Antoine de Padoue, qui est un franciscain qui est connu pour avoir prêché en 2 lieux distincts. Saint François Xavier, qui était un missionnaire jésuite, qui aurait été aperçu en Inde et au Japon en même temps. Saint Martin de Porres, Marie d'Agreda, Joseph de Cupertino, Saint Philippe Néri, Saint François de Paule, Sainte Catherine de Ricci, et Saint Jean Bosco pour ceux que je vous liste maintenant, mais en fait il y en a plein d'autres. Là, on est dans le cas d'une croyance et d'un phénomène religieux que les sceptiques sauront reléguer au rang de croyance. Et en fait, ça pourrait être des légendes répétées pour asseoir la réputation de l'Église. Et puis finalement, la bilocation, c'est de la prière, c'est de la méditation, c'est peut-être lié au mysticisme, une sorte d'état modifié de conscience. Mais que dire alors du cas de Mademoiselle Saget ? Imaginez, vous êtes pensionnaire dans une école tranquille du 19e siècle. Le genre d'endroit où chaque journée se ressemble, rythmée par les cours, les prières, les repas. Une routine rassurante. Elle s'appelle Émilie Saget, c'est une institutrice discrète, élégante et sérieuse. Elle enseigne la grammaire avec douceur, toujours calme, toujours polie. Rien d'exceptionnel, jusqu'au jour où quelque chose se brise. Un matin, pendant qu'elle écrit au tableau, un élève pousse un cri. Derrière Mademoiselle Saget, une autre Mademoiselle Saget, identique, silencieuse, translucide. Son double mime ses gestes comme un reflet décalé. Puis, il disparaît. On pense à une illusion. Mais les jours passent et les apparitions se multiplient. Un jour, alors qu'Émilie est dans le jardin, son double est vu assis en classe, immobile. 20 élèves en sont témoins. 20. Certains s'approchent même pour toucher ce corps figé, pâle, qui disparaît lentement devant elle. La vraie Émilie, elle, dit ne rien avoir senti. Ce n'est plus un incident, c'est un phénomène. Documenté, observé à plusieurs reprises, et ce, sans explication rationnelle. Hallucination collective, projection mentale, faille dans la réalité, et surtout, pourquoi Émilie Saget ? Pourquoi elle ? Était-elle la preuve vivante que l'on peut être en 2 lieux à la fois ? Ou bien le symptôme visible d'un monde qui se superpose au nôtre par accident. Émilie Saget n'avait aucune conscience de ce double, c'était un peu comme si une autre partie d'elle existait en dehors de sa réalité. Il est difficile de croire à une hallucination collective, car en fait les témoignages sont très nombreux et ils convergent. Dans la littérature fantastique et la science-fiction, ces phénomènes évoquent l'idée d'un univers parallèle, comme dans Ennemi de Denis Villeneuve, où un homme découvre un sosie parfait de lui-même, remettant en question à la fois son identité, mais aussi la réalité du monde qui l'entoure. Les cas de bilocation et de doppelganger que nous venons de citer pourraient être en quelque sorte la preuve que nous vivons dans une sorte de réalité qui serait ressemblante à un programme informatique et qui pourrait à certains moments avoir des glitches, avoir des erreurs.
je trouve cette idée extrêmement intéressante à la lumière des recherches que nous avons faites sur les zones d'anomalie, et elle pourrait éclairer l'idée d'un univers numérique géré par une forme d'intelligence informatique. Et si les endroits que nous avons étudiés étaient en quelque sorte des zones d'ombre dans ce programme, des espaces liminaires inquiétants où rien ne se déroule comme c'est prévu normalement. Et puis cela pourrait nous mener à une autre idée. S'il y a des endroits qui dysfonctionnent, est-il possible que quelque chose les fasse dysfonctionner? Et c'est là qu'on va parler de l'effet Pauli. Au long de mes recherches, je suis tombée sur cette théorie qui pourrait venir éclairer encore complètement différemment ce que nous avançons aujourd'hui. Ce concept, nommé d'après le physicien Wolfgang Pauli, fait référence à une étrange observation. De nombreuses expériences menées en sa présence étaient perturbées, et ce de façon inexpliquée. Les appareils électroniques tombaient en panne, les instruments cessaient de fonctionner, comme si son simple état d'être influençait la matière. Wolfgang Pauli était en fait un physicien autrichien, né en 1900 et décédé en 1958. C'était un des pionniers de la mécanique quantique et il a été lauréat du prix Nobel en 1945. L'effet Pauli, c'est le fait que la simple présence de Pauli dans une pièce pouvait provoquer des dysfonctionnements inexpliqués sur les appareils scientifiques. Les machines se bloquaient et les expériences échouaient de manière incompréhensible. Cette réputation était si ancrée que ses collègues physiciens plaisantaient en disant que Pauli avait une sorte d'influence négative sur la technologie. Un exemple célèbre lié à cet effet s'est produit dans un laboratoire où un dispositif de mesure extrêmement précis a soudainement cessé de fonctionner. Et en enquêtant, les scientifiques présents sur place se sont aperçus que Pauli était passé à ce moment-là, ce jour-là, à proximité du laboratoire, sans même y entrer. L'effet Pauli pose une question vertigineuse, et si notre conscience pouvait influencer la matière, et ce d'une façon encore complètement inconnue. Et Pauli lui-même était intrigué par ces phénomènes. Il s'intéressait non seulement à la physique, mais aussi à la psychologie et à l'ésotérisme, notamment grâce à sa collaboration avec le très fameux psychiatre Carl Gustav Jung. Tous deux ont travaillé sur l'idée des synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent défier le hasard. Jung et Pauli pensaient que ces événements pourraient être la manifestation d'un lien profond entre la psyché humaine et la structure du monde. Et si nous vivons dans une simulation, l'effet Pauli pourrait être interprété comme une forme de bug où notre esprit interfère avec le programme. Après tout, dans une simulation informatique, un utilisateur peut parfois provoquer des erreurs simplement en interagissant avec un système d'une manière non prévue. Wolfgang Pauli est surtout connu pour le principe d'exclusion de Pauli. C'est une règle fondamentale de la physique quantique qui stipule que deux électrons ne peuvent pas occuper simultanément le même état quantique dans un atome. Ce principe est essentiel pour expliquer la structure des atomes et en fin de compte, la stabilité de la matière. Ce qui nous fait un lien tout trouvé pour réfléchir aux implications quantiques d'une théorie d'un univers numérique basé sur l'étude des cas de bilocation et de doppelganger. Est-il possible que la bilocation soit un effet quantique à l'échelle humaine ? Effectivement, car en mécanique quantique, une particule peut exister en plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. Et on pourrait peut-être imaginer que dans des conditions très particulières, que cela soit un état de stress, une transe profonde, voire même une méditation, eh bien un être humain puisse temporairement exister en deux lieux en même temps. Et certains témoignages de bilocation moderne pourraient être reliés notamment aux expériences de mort imminente, les NDE, voire à des états de conscience altérés. Et tout cela nous mène à une question vertigineuse: où s'arrête le réel ? Et puis, comme je faisais le lien tout à l'heure avec les espaces liminaires, on s'aperçoit qu'Internet devient un terrain fertile pour l'apparition de doubles à travers des légendes urbaines comme les creepypasta. Des cas comme Slenderman ou les backrooms montrent que des récits
collaboratif donne finalement vie dans le monde numérique à une forme de réalité alternative. Et ces entités sont presque réelles finalement. Et puis l'ère du numérique a créé une nouvelle forme de doppelganger. Ce sont nos doubles, nos avatars virtuels. Et si on va encore plus loin maintenant avec les intelligences artificielles et les deepfakes, une personne peut se retrouver en face de son double numérique extrêmement ressemblant, et c'est une version d'elle-même qu'elle n'a finalement jamais créée. Là, effectivement, on est sur une métaphore un peu philosophique en fait du phénomène, mais le cas de vol d'identité numérique existe aussi. Il y a des gens qui existent dans notre réalité, qui ont un double dans Internet, et ce double peut être volé par des gens. Je trouve que cette théorie ouvre des portes absolument incroyables sur notre notion de la réalité, de la possibilité qu'on vive dans une matrice, dans un univers programmé, et cela vient complètement croiser ces glitches dans la matière, ces doubles dans la réalité dont nous venons de parler avec les phénomènes de bilocation et de doppelganger. Et bien que cette idée semble assez novatrice, puisque nous la collons aux images du numérique que nous avons aujourd'hui, cela ne serait pas complètement nouveau, puisque les cas de doppelganger, comme on l'a évoqué par exemple pour Mademoiselle Saget, remontent à bien avant que nous connaissions le numérique. Et pourtant, certains émettent l'hypothèse que notre monde aurait glissé dans une autre forme de réalité assez récemment. Sur la chaîne Metaphysical avec Rob Counts, qui est déjà depuis très longtemps versé sur ce genre de théorie un peu étrange et alternative, lui, il propose dans un épisode que le monde est basculé en 1999. Et d'autres parlent aussi de 2012, cette fameuse fin du monde selon le calendrier Maya. Alors, cette matrice, ce double monde, existe-t-il depuis la nuit des temps, ou est-ce un phénomène assez récent ? Aujourd'hui, la science et la technologie vont nous permettre d'aller plus loin. Je crois sincèrement que les avancées en physique quantique vont nous permettre d'éclairer d'une façon totalement, radicalement différente ce que nous appelons la réalité, et justement cette possibilité qu'il y ait plusieurs univers, plusieurs réalités qui cohabitent en même temps. Si plusieurs particules peuvent se retrouver à différents endroits exactement au même moment, est-il possible que cela soit exact aussi? Est-il possible que le même phénomène soit applicable à la conscience humaine? Et vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti une présence, une sorte d'être qui vous suit, qui est là à côté de vous, dans le coin de votre vision? Peut-être que quelque part dans le monde, une autre version de vous-même vous attend. Et si, dans un univers parallèle, le bouton like était fusionné avec le bouton s'abonner? Ce serait pas un peu fou? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse ici et là des playlists pour approfondir avec moi les mystères du monde. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.